Fin des travaux du 43e sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. La rencontre a pris fin par l'adoption de plusieurs résolutions, dont celle relative à la création d'un marché commun en Afrique de l'Ouest. Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée générale s'informent sur la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Les parlementaires étaient face aux responsables de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. À l'étranger, l'Inde est frappée par un deuil sans précédent suite au décès par intoxication alimentaire de 22 écoliers. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le 43e sommet ordinaire de la CEDEAO a refermé ses portes aujourd'hui à Abuja. Les chefs d'État ont adopté, entre autres résolutions, le programme d'intégration régionale et la perspective de création d'un marché commun en Afrique de l'Ouest. C'est le lieu d'affirmer que la rencontre a tenu ses promesses. C'est ce que nous dit Jérôme Kofi Aboulin. 2 jours de travaux de la CEDEAO en sa 43e session ordinaire les 17 et 18 juillet 2013 dans la capitale nigériane. Travaux à l'issue desquels plusieurs résolutions ont été adoptées, entre autres le programme d'intégration basé sur la paix et la sécurité dans la sous-région. Il s'agit en fait de conjuguer les efforts en vue du développement socio-économique dans un environnement de démocratie et de bonne gouvernance, cela dans la perspective de la création d'un marché commun en Afrique de l'Ouest. La conférence, se félicitant de cette perspective, a salué les initiatives prises pour permettre, le cas échéant, des élections apaisées et acceptées par tous au Mali et en Guinée-Bissau, ces 2 pays sous régime de transition après les crises qu'ils ont connues. Au regard donc de ces exemples, en termes de résolution, on ne peut pas dire que la rencontre d'Abuja n'aura pas tenu ses promesses. Notre union se porte mieux. Cependant, nous sommes arrivés à un moment où les décisions qui requièrent son renforcement et sa solidité vont tester notre foi en la solidarité. Je suis heureux de constater que les discussions sur le tarif extérieur commun, la conclusion de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne sont bien engagées. Leur conclusion va démontrer notre sens du compromis et notre volonté de consolider notre organisation dans l'intérêt de nos concitoyens ouest-africains. Il s'agit de questions difficiles, j'en conviens. Elles exigent une très forte implication de la part des chefs d'État eux-mêmes, parce que la solidarité communautaire implique des sacrifices au niveau des gouvernements, mais des gains pour notre communauté et nos populations. Il s'agit pour chacun de nos pays de donner un peu aujourd'hui pour recevoir beaucoup plus demain. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, avant de déclarer clos les travaux, a félicité et encouragé tous ceux, notamment ses pairs, qui ont contribué à la réussite de ce sommet. Le chef de l'État ivoirien qui lui-même a reçu un hommage appuyé de la part de la conférence pour ses actions de paix et sécurité, pour ses actions pour l'intégration régionale, d'ailleurs objet d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu conformément à la décision de la 43e session ordinaire en octobre 2013 à Dakar, au Sénégal. Quant à la 44e session ordinaire, elle va se tenir à Yamoussoukro à la date qui sera fixée. Et en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État, Alassane Ouattara, est depuis ce jeudi au Togo. Le président de la République est allé plaider pour des élections législatives apaisées dans ce pays. Des élections qui auront lieu le 25 juillet prochain. On fait le point avec Viviane Naïm. En provenance d'Abuja, au Nigeria, où il a présidé en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, la 43e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est arrivé ce jeudi en fin d'après-midi à Lomé au Togo, où il a été accueilli à l'aéroport international Gnassingbé Yadema par son homologue togolais, le président Faure Essozimna Gnassingbé.
L'objectif de ce voyage sera de concilier pouvoir et opposition afin de créer un climat apaisé autour des élections législatives fixées pour le 25 juillet prochain au Togo. La sobriété qui a entouré l'arrivée du chef de l'État ivoirien à Lomé traduit bien le caractère particulier de cette visite. Le président de la République Alassane Ouattara a eu dès l'aéroport un long entretien avec le président togolais. Je suis là à l'invitation de mon frère, le président Faure, et nous sommes venus voir comment les choses se passent et je suis heureux de constater que le processus se déroule bien. Et le président Jonathan Goodluck qui arrivera d'ailleurs demain pour qu'ensemble nous puissions voir le président, voir la classe politique et surtout continuer de les encourager et de leur dire que les élections doivent être menées de manière pacifique et que les résultats doivent être acceptés par tous. Nous l'avons dit ce matin donc à Abuja concernant le Mali et la Guinée donc Bissau. Et je suis confiant, connaissant le peuple togolais, que ce scrutin va se dérouler dans de bonnes conditions. Au cours de la soirée de ce jeudi et au cours de la matinée de vendredi et jusqu'à son départ, le chef de l'État ivoirien aura plusieurs entretiens privés avec la classe politique togolaise. Et après le Togo, direction le Mali où le scrutin présidentiel aura bel et bien lieu sur l'ensemble du territoire, y compris la ville de Kidal. Et selon le patron de la délégation générale aux élections, la liste électorale de cette localité reflète la réalité du terrain. Le général Siaka Sangaré s'est également prononcé sur la démission du candidat Thiébile Dramé et c'était au micro de Sylvie Touré, notre envoyé spécial à Bamako. Délégation générale aux élections. Passé l'étape de l'élaboration des listes électorales, la structure s'attelle à l'impression des documents électoraux en vue de leur acheminement vers les localités. Ici, la liste électorale de Kidal. Le maître des lieux, le général Siaka Sangaré, soutient qu'elle a été élaborée après le 25 juin, donc hors délai, mais à raison. Le ministre de l'administration territoriale, comme la loi l'indique, a pris une décision pour effectivement ouvrir ces opérations d'établissement des listes électorales sur l'ensemble du territoire national. Et en ce moment, la région de Kidal n'était pas encore libérée, il faut le reconnaître. Tout au moins, l'administration n'était pas encore à Kidal. Mais comme la loi le prévoit aussi, le ministre a pris une décision et à titre exceptionnel pour ouvrir les mêmes opérations effectivement à Kidal. L'établissement de la liste électorale de Kidal s'est fait il y a donc 2 semaines. 35 095 électeurs y sont inscrits, un peu moins des 35 395 révélés par le fichier du recensement administratif à vocation d'état civil de 2009, base du fichier électoral. Un chiffre conforme à la réalité de Kidal, selon le délégué général aux élections, puisque la population y est estimée à environ 68 000. Le nombre d'électeurs a toujours été dans les mêmes proportions, il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est trop peu. Mieux, il faut reconnaître, il faut préciser surtout que en fait, l'enrôlement a eu lieu au moment où il n'y avait pas de problème. C'est entre 2009 et 2010 qu'il y a eu l'enrôlement. Donc, c'est pour dire que rien n'empêchait les habitants, les citoyens de se faire enrôler. Donc le chiffre de 35 395 dont j'ai parlé tantôt reflète la réalité en fait de Kidal. Seul bémol à en croire le général Siaka Sangaré, les Maliens de l'étranger. Seulement 255 000 sont inscrits sur le fichier, contre 750 000 pour le scrutin précédent. Une situation qui n'empêchera pas la tenue de l'élection. Elle aura bel et bien lieu le 28 juillet sur l'ensemble du territoire malien, y compris à Kidal. Retour en Côte d'Ivoire où les députés s'informent sur la libéralisation de l'espace audiovisuel. Le président de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle était hier face à la Commission des Affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Il ressort de cette rencontre que le démarrage de la libéralisation ne peut être envisageable qu'en 2015, le temps de passer de l'analogique au numérique. Léon Brou.
que gagnent l'État et les populations en cas de création à côté des chaînes de la télévision publique RTI, d'autres chaînes de télévision. À l'hémicycle, pour répondre à cette question, le président de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a expliqué aux députés membres de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles que la libéralisation est avant tout une exigence démocratique. Pour Ibrahim Sissavané, la pluralité des chaînes de télévision permet de prendre en compte l'ensemble des besoins d'information du pays. Elle stimule également la création d'emplois et la croissance économique. Mais à cette autre question de savoir la date de la libéralisation, le président de la ACA indique qu'elle pourrait intervenir à la fin du processus de transition de la Côte d'Ivoire de l'analogique à la télévision numérique. Ce processus dépend d'un comité national créé sous l'égide du ministère de la Communication. Désormais, la libéralisation audiovisuelle est subordonnée à l'évolution de cette opération de grande ampleur. Nous espérons que la Côte d'Ivoire saura se donner les atouts nécessaires, tant au plan humain que financier, pour rattraper son retard et respecter le rendez-vous du 17 juin 2015 qui consacre l'extinction du signal analogique. Autre sujet abordé, les activités de certaines chaînes de télévision dans cet espace télévisuel national non encore ouvert. Le président de la ACA a avoué l'illégalité de ces médias et martelé la détermination de sa structure à assainir le secteur de l'audiovisuel face aux télévisions pirates. Après les résultats du baccalauréat livrés lundi dernier, le moment est venu pour les nouveaux bacheliers d'effectuer leur préinscription dans les universités et grandes écoles. Ces préinscriptions se font en ligne et le processus a été lancé aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Hugues Hervé Blé. Comme l'année dernière, les nouveaux bacheliers sont invités à effectuer en ligne leur préinscription dans les universités publiques et grandes écoles privées. La préinscription phase numéro 1 effectuée au cours de l'année scolaire a permis déjà d'identifier les vœux de formation de ceux qui n'étaient encore que des candidats au baccalauréat. 102 076 ont alors opté pour les grandes écoles et 81 240 pour les universités. Concernés par la phase numéro 2 des préinscriptions, les nouveaux bacheliers. Les sites de la DORES, que je rappelle, www.doresci.net et www.dores.edu.ci. Pour la confirmation ou la modification des choix de filière du mercredi 17 jusqu'au jeudi 22 août 2013. Le coût de la préinscription phase numéro 2 est fixé à 10 000 francs. Le paiement de ces opérations se fait en mode électronique à travers les solutions monnaie des opérateurs de téléphonie mobile. 5 124 candidats sur 215 382 ayant passé avec succès le bac frappent aux portes des universités publiques, des grandes écoles privées et de l'INPHB. Et si les bacheliers connaissent leur sort, ce n'est pas le cas pour certains étudiants des grandes écoles. Les épreuves écrites du BTS débutent le 22 juillet prochain et les résultats de ces examens devraient être connus le 30 août 2013. Un mot d'agriculture, le domaine de l'apiculture investi par une mission française. 3 experts français effectuent depuis samedi dernier une tournée à l'intérieur du pays. La visite de ces apiculteurs français en Côte d'Ivoire vise à faire une prospection dans le cadre d'une étude de faisabilité. Cela en vue du lancement d'un projet pilote dans 3 villes ivoiriennes, à savoir Boaflé, Djebonois et Ferkessédougou. La délégation a séjourné à Djebonois le mercredi 17 juillet 2013. Charles Tatou y était également. L'apiculture, une activité extrêmement importante mais encore peu pratiquée en Côte d'Ivoire. La production nationale est estimée à 10 tonnes de miel par an. Les acteurs ivoiriens de cette filière sont encore dans l'informel. Et pourtant, depuis plus d'une décennie, environ 2 à 3 000 Ivoiriens, dont quelques jeunes de Djebonois, région de Boaké, ont été initiés aux techniques de l'apiculture grâce à l'appui du PNUD et des autres partenaires du pays. Déjà en 2005, lancé l'apiculture, nous avons initié la population à cette activité.
Nous avons à cet effet distribué environ 60 ruches à des jeunes pour leur permettre de prendre contact avec le métier d'apiculture. Au niveau des premiers résultats, nous avons vraiment des paysans qui produisent vraiment du miel de très bonne qualité. Et au niveau du commerce, lorsque on se présente, qu'on leur donne le produit, en tout cas ils sont intéressés, ils demandent des quantités énormes, alors que nous ne sommes pas en mesure de fournir ces quantités. La présente mission des experts français de la filière redonne espoir avec leur projet pilote. Les travaux de prospection les conduisent en tournée dans les 3 localités qui l'abriteront, à savoir Boisflé, Diebonois et Ferkezédougou. Une association française qui s'appelle Apifleur d'Ève, spécialisée dans la coopération internationale dans le domaine de l'apiculture. Si les projets fonctionnent, chargés du suivi en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire depuis la recherche de financement jusqu'à la finalité du projet où les apiculteurs seront à la fois autonomes et généreront des revenus par rapport à l'apiculture. Les autorités municipales de Diebonois se réjouissent de ce projet, venant prendre en compte une partie de leurs préoccupations. Après la ville de Diebonois, la délégation française se rend à Ferkezédougou. Les contrôles radars sont légion et bien connus des usagers de la route à Abidjan. La présence de ces instruments fait très souvent l'objet de désaccords entre usagers et agents de contrôle. Certains usagers refusant de payer la contravention affligée en cas de dépassement de vitesse pour des raisons liées notamment à un manque de transparence. Pour comprendre le fonctionnement du service de contrôle et se rendre compte de la véracité des flashs des véhicules, notre reporter Doigt de Laser a sillonné pour vous les routes de la capitale économique. Regardez. Les ponts et les endroits de cache sont les lieux indiqués pour positionner le radar qui intercepte les véhicules roulant à plus de 60 km, vitesse autorisée en agglomération. Pour le chef du service intervention à l'Office de sécurité routière, Ousmane Maïga, le radar est une nécessité pour la survie des usagers. L'opérateur qui est de l'autre côté signale aux policiers ou aux gendarmes la marque du véhicule, la vitesse du véhicule et la couleur du véhicule. On ne vient pas juste pour embêter les gens. Le radar permet de lutter contre la gravité des accidents. Et pourtant, les usagers, eux, ne sont jamais satisfaits de leur interpellation. C'est lui-même qui était devant moi là. Mais ils n'ont pas arrêté. Pourquoi c'est moi ils arrêtent? Quelqu'un se cache dans le trou là-bas et dit ouais c'est radar. Mais quel radar? Il n'y a pas photo, il n'y a rien. Pour moi, à 60 sur 80 déjà c'est minimum. Là on vient de me prendre 2000 francs parce que j'ai fait 76. Mais l'essentiel est que vraiment, il y ait des panneaux de signalisation pour que ceux qui viennent de l'intérieur sachent que vraiment ils ne sont pas en autoroute et qu'ils sont en agglomération. Pour lever les équivoques, une station de lecture des photos de véhicules flashés par le radar est mise sur pied dans les locaux de l'Office de sécurité routière. Un moyen pour répondre à toute contestation. Vous voyez que l'immatriculation du véhicule apparaît clairement. On peut également voir le type de véhicule. C'est donc un taxi et la marque c'est un véhicule Nixon. Donc il n'y a pas de confusion possible. La vitesse occupe le 4e rang quand on considère le nombre d'accidents enregistrés. Mais lorsqu'on considère le nombre de tués, eh bien, la vitesse occupe le 1er rang des facteurs. Vous voyez que le caractère aggravant ici est vérifié. La vitesse en agglomération est fixée à 60 km/h avec une marge de tolérance de 10 km/h et 90 km/h en rase campagne. Une fois dépassée cette limitation de vitesse, les usagers sont soumis à un paiement d'une contravention de 2000 francs CFA. Le phénomène du racket persiste malgré les efforts des pouvoirs publics. Pour y mettre un terme, l'unité de lutte contre le racket a décidé de lancer la dernière phase de sensibilisation sur les méfaits de cette pratique. Noël Gagnou. Le racket et la corruption, les pouvoirs publics ont décidé de s'attaquer à ces fléaux. À Abidjan, la campagne de sensibilisation à court contre la corruption. Sur l'axe Abidjan-Mans, l'Observatoire de la fluidité des transports et la cellule de lutte contre le racket ont organisé ce qu'ils ont qualifié de dernière campagne de sensibilisation. Une sorte d'ultimatum, après quoi ce sera la répression.
Une semaine durant, autorités administratives des villes traversées, forces républicaines de sécurité, police et gendarmerie, opérateurs du secteur des transports ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre un terme à ces fléaux. Il impacte négativement la performance de l'économie ivoirienne, puis il ternit l'image de la Côte d'Ivoire. Partout, les délégations conduites par Yao Kosonou de l'Observatoire de la fluidité des transports et le lieutenant Touali de l'unité de lutte contre le racket ont dépeint le tableau du racket à l'Ouest à travers le rapport de l'ONG Human Rights Watch et Rescue International avant d'inviter les uns et les autres à se ressaisir parce qu'il y va de la bonne santé de l'économie ivoirienne. Les participants ont marqué leur adhésion à la volonté des pouvoirs publics d'éradiquer ce mal pernicieux. Il a été rappelé à cette occasion au retour des 30 barrages autorisés. La page santé de cette édition à présent, l'accueil des malades est au cœur d'une rencontre qui se tient en ce moment dans la capitale économique. Réunis à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan, les acteurs de la santé réfléchissent sur les moyens de faire de l'état psychologique et du réconfort des malades une priorité dans le système sanitaire. On en parle avec Fatou Fofana. Je suis partie d'un hôpital. J'avais besoin de remplir certains papiers d'abord et tout. Bon, je ne savais pas comment ça se passait. Et quand je suis arrivée, bon, la veille, j'avais appelé pour prendre un rendez-vous. Quand je suis arrivée, la dame m'a dit, oui, à cette heure-là, on veut venir à l'hôpital, on veut un peu plus tôt. Donc, vous revenez demain matin. J'ai dit, mais j'ai appelé et tout. Elle m'a dit, bof, c'est qu'elle est sûre, asseyez-vous puis on verra. Ça m'a un peu découragée, quoi. Mais comme j'avais mal, j'ai attendu. On se débarrasse en fait des patients et c'est pas vraiment agréable. Je ne sais pas si souvent certains vont dans le domaine médical par vocation ou bien c'est par obligation. Même quand on essaie d'interpeller les gens, est-ce qu'on va nous regarder? Et on se pose la question de savoir ce qui se passe réellement. Parce qu'on voit des gens qui souffrent, souvent plus que nous-mêmes, mais on ne prend pas la peine de les recevoir parce que peut-être il y a un problème d'argent, alors qu'on pouvait soigner la personne et après demander. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. À l'image de ces personnes, nombreux sont les patients déçus par l'accueil et les soins reçus dans les hôpitaux. Conscients de cela, les acteurs du système sanitaire entendent eux-mêmes trouver une solution effective et définitive au problème. La qualité de la prise en charge est donc au centre du 8e colloque scientifique de biologie, santé publique et sciences pharmaceutiques qui se tient sur 2 jours à Abidjan avec l'appui technique de l'Institut national de l'hygiène publique. L'accueil peut constituer déjà 50% de la guérison d'un client. Nous souhaitons qu'au terme de ce colloque, chacun des participants puisse prendre plus conscience du rôle de la qualité dans nos différentes activités et prestations sanitaires. Il est principalement question de susciter un éveil de conscience chez le personnel soignant pour une meilleure prise en charge des malades. Le président du conseil d'administration et les organes dirigeantes de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de Côte d'Ivoire ont été installés hier. Cette prise de fonction s'est faite en présence du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, Doigt de Laser. La salle de conférence de la MUGEFSI, Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, pleine à craquer. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa, va procéder à l'installation du président du conseil d'administration et les membres des organes dirigeants de la MUGEFSI. Élu à l'Assemblée générale de la Mutuelle le 28 juin dernier, Soro Mamadou et son équipe vont désormais assurer leurs fonctions. Le gouvernement porte à la connaissance de l'ensemble des mutualistes et de l'opinion nationale que les organes dirigeants issus de l'Assemblée générale extraordinaire de la MUGEFSI du 28 juin 2013 prennent fonction à compter de ce jour 17 juillet 2013. Le gouvernement demande aux nouveaux membres du conseil d'administration et du comité de contrôle de garder le cap tracé par le comité de gestion en faisant de l'intérêt du mutualiste l'épicentre des préoccupations de la MUGEFSI. Une lourde tâche selon Soro Mamadou, le nouveau président du conseil d'administration de la MUGEFSI. Mais pour lui, c'est un défi à relever pour le bien-être des mutualistes.
Nous nous engageons effectivement à consacrer au moins 80% des cotisations des mutualistes aux prestations et inversement donc à ne pas dépasser la limite de 18% pour les frais de fonctionnement et de gestion. De faire la promotion de la bonne gouvernance et surtout de contrôle que nous allons instituer à l'intérieur de l'institution. Le mandat du conseil d'administration va durer 4 ans, une période durant laquelle 276 000 mutualistes cotisants devront bénéficier des prestations et soins médicaux appropriés. Les organismes internationaux exerçant dans l'humanitaire ont décidé de se retirer progressivement 2 ans après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Pour faciliter ces retraits, un comité de coordination a été mis en place. Et c'est le fruit d'une rencontre qui a eu lieu hier entre la ministre de la Solidarité, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, et les responsables de la communauté internationale humanitaire. Francis Boifou. Ils étaient nombreux sur le terrain durant la crise post-électorale pour apporter assistance et secours aux populations. Les organismes internationaux exerçant dans l'humanitaire ont décidé 2 ans après de limiter leurs actions parce que, ayant constaté le retour de l'État sur le terrain. S'il est vrai que la Côte d'Ivoire n'est plus dans une urgence humanitaire aiguë, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de besoins humanitaires résiduels. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de populations vulnérables dont nous devons encore nous occuper. Un comité de coordination élargi CCE a été mis en place. Il regroupe des agences humanitaires des systèmes des Nations Unies, de plusieurs structures publiques, des ONG locales. Le comité est présidé par le ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je fonde l'espoir que le comité de coordination élargie nous permettra de combler les attentes de ces familles, de ces femmes et de ces enfants, considérablement fragilisés par les conséquences négatives de la crise. Il s'agit concrètement pour les acteurs du CCE de faire bloc dans les stratégies de recherche de financement en faveur de l'action humanitaire, de prévention aux catastrophes naturelles et conflits, et la rédaction de politiques communes liées à l'action humanitaire. Le comité se réunit tous les 2 mois. La 2e rencontre est prévue pour septembre 2013. Hors de nos frontières, l'Afrique du Sud célèbre aujourd'hui, 18 juillet, le Mandela Day, à l'occasion des 95 ans de l'icône de la lutte anti-apartheid. Cette célébration a eu lieu alors que les dernières nouvelles de Mandela, hospitalisé depuis 6 semaines, se veulent rassurantes. Hugues Hervé Blé. Entre doute et espoir, la communauté internationale et les Sud-Africains en majorité célèbrent les 95 ans de Nelson Mandela. Beaucoup plus que lors des célébrations précédentes, les prières de ce jeudi sont dites pour que guérisse le héros de la lutte anti-apartheid qui est entre la vie et la mort depuis des semaines. De l'espoir qu'il sorte de la période critique, le communiqué de la présidence sud-africaine de ce jour anniversaire en donne, évoquant l'amélioration régulière de la santé du leader de la lutte anti-apartheid. Le séjour à l'hôpital de Madiba n'entame à rien la célébration du Mandela Days, jour international d'hommage à l'icône de la lutte anti-apartheid, décrété depuis 2010 par les Nations Unies. Le 18 juillet, en mémoire des 67 années que le héros de la réconciliation raciale a consacré à la lutte pour l'égalité dans son pays, chaque citoyen du monde est appelé à consacrer 67 minutes à une œuvre au service de la collectivité. Les Sud-Africains, les jeunes notamment, se sont engagés à respecter cet appel des Nations Unies tout en se relayant pour ceux qui le peuvent devant l'hôpital, non sans souhaiter à Mandela une guérison rapide et qu'il s'en sorte vite. En Inde, 22 enfants ont perdu la vie suite à une intoxication alimentaire dans le Bihar. La mort de ces écoliers a suscité la colère des habitants de la ville. Suivez ce reportage. De nombreux parents ont investi et saccagé les bureaux du programme de distribution des repas gratuits de l'État de Bihar en Inde suite au décès de 22 écoliers âgés de 4 à 12 ans par intoxication alimentaire. Ce drame a déclenché la colère des habitants de Chhapra, la principale ville de cet État située à la frontière avec le Népal. Le gouvernement a ordonné une enquête. Selon la cuisinière, une huile serait à l'origine de l'empoisonnement des enfants.
quand j'ai vu l'huile, il y avait une couche épaisse au fond de la jarre. J'ai pensé qu'elle était ici depuis longtemps, car souvent il y a une accumulation de déchets résiduels lorsqu'elle est préparée à l'école. Quand j'ai mangé mon riz, il y avait un lézard dans la nourriture. J'ai paniqué et j'ai jeté mon riz à l'école. Après un certain temps, j'ai commencé à avoir vraiment mal à mon estomac. À la suite de ce drame, les enfants, sur les conseils des parents, ont refusé de toucher à la nourriture malgré les assurances des autorités. Le pays gère le plus vaste programme d'alimentation scolaire au monde avec 120 millions d'enfants. La gratuité des repas permet aussi d'accroître l'assiduité des écoliers. 30 enfants restés hospitalisés dans cet état le plus pauvre et le plus peuplé du pays. Après analyse, des traces de phosphore provenant d'un insecticide auraient été trouvées dans les aliments. Si une substance comestible contient des quantités excessives de phosphore, cela devient très toxique. Il est clair que cet aliment contenait du poison. Les intoxications alimentaires sont fréquentes en Inde. Les parents en colère ont demandé des mesures fermes contre les fonctionnaires responsables de la mort des enfants. En compensation, l'État du Bihar s'est engagé à verser 2000 roupies, soit 2500 € aux familles des victimes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Demain à 6h30, vous serez en compagnie de Zani Gabriel. Excellente fin de soirée sur RTE. Que la compagnie